Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Ben Laden menace la France. Pour la première fois, le chef d'Al-Qaïda cible le seul peuple français. Dans un message audio authentifié, il exige le retrait des soldats en Afghanistan et dénonce les injustices faites aux musulmans. La réforme des retraites, définitivement adoptée cet après-midi par le Parlement. Après 2 mois de contestation, la journée de mobilisation est maintenue. Demain, à l'appel des syndicats, nous retrouverons Mickaël Darmon en direct de l'Elysée. Nous écouterons les réactions politiques. Et puis, avec Valérie Lerouge, Gare Montparnasse, nous ferons le point sur les grèves demain dans les transports. Mais que fait la police dans les cortèges? Méthode connue, les policiers s'infiltrent dans les manifestations pour débusquer les casseurs. La CGT les accuse au contraire de créer la tension et de favoriser la violence. Le scandale Molex, c'est ce que dénoncent ce soir et le gouvernement et les syndicats. L'équipementier automobile américain annonce des profits records alors qu'il vient d'arrêter de financer le plan social de l'entreprise. Clichy-sous-Bois, 5 ans après les émeutes, qu'est-ce qui a changé dans cette ville sensible? Malgré quelques efforts des pouvoirs publics, le taux de chômage reste très élevé et le sentiment d'abandon très fort. Enfin, bientôt tous centenaires, leur nombre pourrait atteindre 200 000 en 2060, 13 fois plus qu'aujourd'hui. La population vieillit, nous verrons pourquoi. C'est un bref message sonore adressé au peuple français. Oussama Ben Laden menace directement la France et pour la première fois seulement la France. Le terroriste exige le retrait des troupes en Afghanistan et félicite Al-Qaïda au Maghreb pour l'enlèvement de Français au Sahel. Amaury Guibert, Pascal Tribault. Le message authentifié par les services français est à la une de la chaîne Al Jazeera. Il dure moins de 2 minutes. Et d'entrée, Oussama Ben Laden justifie l'enlèvement de 5 Français en septembre au Niger. La prise en otage de vos experts au Niger, c'est la réaction à l'injustice que vous pratiquez à l'égard de notre nation musulmane. Tout comme vous tuez, vous êtes tués. Tout comme vous prenez des prisonniers, vous êtes pris en otage. Le chef d'Al-Qaïda critique aussi la loi interdisant le port du voile intégral et la présence de militaires français en Afghanistan. C'est surtout la première fois que l'un de ces messages s'adresse directement au peuple français. L'objectif derrière cette approche du peuple français, c'est de le solidariser par rapport à la politique étrangère de son pays. C'est-à-dire de dire aux Français qu'ils sont responsables, qu'ils le veuillent ou non, de la politique menée par leur gouvernement à l'étranger, en particulier dans les pays musulmans. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur, prudent, a indiqué que le message était toujours en train d'être analysé par les services. Si ces déclarations sont avérées, ça rappelle donc que la menace est réelle et que notre vigilance est totale. Et pour le gouvernement, cela justifie le maintien du plan Vigipirate. Il reste ce soir, comme depuis 5 ans, au niveau rouge. Second titre de l'actualité, la réforme des retraites a donc été définitivement adoptée par le Parlement cet après-midi. Après le Sénat hier, c'est l'Assemblée qui a entériné son vote. La droite se félicite. Le Premier ministre rappelle que la loi de la République doit être acceptée par tous. Le PS va saisir le Conseil constitutionnel. Bref, la logique est respectée. Récit d'une journée qui clôt une bataille politique de plusieurs mois par Valérie Astruc et Jean-Marc Nocnoc. Pour 336, contre 233, l'Assemblée nationale a adopté. Le moment se veut solennel, la réforme des retraites est définitivement votée. Mais jusqu'au bout dans l'hémicycle, le gouvernement aura ferraillé avec la gauche. Vous allez hurler, vous allez vociférer, mais vous allez récupérer la réforme parce que vous n'aurez pas le courage de revenir dessus. Jusqu'au bout aussi, les socialistes auront tenté d'emporter la bataille de l'opinion. La grande réforme du quinquennat s'est transformée en piteuse citrouille législative. Ni vainqueur ni vaincu, c'était le mot d'ordre à droite. La consigne, faire profil bas tout en appelant la rue à respecter la loi. Je dis que ça ne sert pas à grand chose de manifester aujourd'hui pour réformer ou pour s'opposer à la réforme des retraites. La loi est votée, la démocratie. On est tous attachés à la démocratie. La démocratie a parlé et la loi est la loi. C'est un jour de responsabilité. Je pense que personne ne remettra en cause cette réforme. À présent, l'heure est au bilan. Certains, à droite comme au centre, s'interrogent. Personne ne sort vainqueur. Au contraire, il y a beaucoup d'amertume. Je crains qu'on en paye le prix, non pas dans la rue, mais demain dans les urnes. À gauche, on promet la revanche pour 2012. Martine Aubry, dans un communiqué, dit au président « On ne gagne pas contre les Français ». Nicolas Sarkozy cible des socialistes.
Nicolas Sarkozy, dans cette affaire-là, aura montré qu'il est un président incapable de mener une réforme consensuelle, incapable de rassembler les Français, incapable de négocier. Ultime étape législative, la promulgation du texte. La réforme des retraites devrait s'appliquer à partir du 1er janvier. Alors il est bon de rappeler les principales mesures de cette loi. Le recul de 60 à 62 ans de l'âge légal du départ à la retraite. Pour tous ceux qui n'auront pas cotisé assez, le recul de 65 à 67 ans, âge auquel ils pourront prétendre à une retraite sans pénalité. Enfin, troisième point, pour la prise en compte de la pénibilité, l'instauration d'un taux d'incapacité de 20% au cas par cas est constaté par les médecins de la sécurité sociale. Alors ce n'est pas l'épilogue du mouvement social puisqu'une nouvelle journée d'action est prévue demain, une autre le 6 novembre, mais c'est en tout cas la fin d'un affrontement politique. En direct de l'Elysée, on retrouve Michaël Darmon. Bonsoir Michaël. Peut-on dire dès ce soir que c'est une victoire pour Nicolas Sarkozy ? Écoutez, en tout cas, avec ce vote solennel aujourd'hui à l'Elysée, on considère qu'effectivement, il y a une nouvelle donne. La réforme des retraites est désormais marquée du sceau de la légitimité démocratique. Pour la présidence, il n'y aura pas de comparaison possible avec le CPE et la réforme sera bien promulguée, malgré ce qui est considéré ici comme les derniers barouds d'honneur des syndicats qui ont perdu la bataille des retraites, mais qui ont gagné celle de l'opinion. Alors justement, par rapport à ce dernier point, comment Nicolas Sarkozy peut-il rebondir ? Eh bien écoutez, ici on pense de toute façon que nul doute que ce conflit laissera des traces et Nicolas Sarkozy d'ores et déjà prépare un remaniement ministériel annoncé de grande ampleur avec une feuille de route sociale. Il est envisagé un changement du Premier ministre, mais à ce jour il n'est pas encore décidé. Le chef de l'État semble hésiter encore, semble-t-il, entre maintenir François Fillon ou nommer Jean-Louis Borloo. Et je peux vous dire qu'à ce sujet, les bras de fer en coulisses font rage, mais d'ores et déjà on peut considérer qu'effectivement la bataille pour la campagne présidentielle est commencée. Ce remaniement devrait intervenir dans la deuxième quinzaine de novembre. Michaël Darmon en direct de l'Elysée, merci beaucoup. La loi est votée, la journée d'action est maintenue. Demain, la moitié des raffineries ont repris le travail. La chaîne de production va progressivement se remettre en marche, progressivement, car la remise en route d'une raffinerie est une tâche complexe, comme nous l'explique Romain Boutilly et Alain Locassio. Comme le symbole d'un retour à la normale. Les flammes et la vapeur s'échappent de la raffinerie de l'Amed, peu avant la reprise du travail votée par les salariés aujourd'hui. Les unes après les autres, les AG votent la reprise. Avec celle de Petit-Couronne à Rouen, ce soir, c'est désormais 6 des 12 raffineries qui ont mis fin à 2 semaines de blocage. Mais la fin du mouvement ne signifie pas pour autant la reprise immédiate du raffinage, car il s'agit d'énormes machines, toute une chaîne de production qui se remet en marche progressivement. Pour faire démarrer une raffinerie, il faut commencer par la tête, en quelque sorte, la distillation, et puis ensuite ce sont toutes les autres unités aval de cette distillation qui viennent en ligne. Et ce processus complet, entre l'entrée du brut et la sortie des produits finis, des carburants, ça prend entre 3 et 4 jours. Encore faut-il avoir du pétrole brut à mettre dans les cuves de la raffinerie. Et c'est là le principal problème aujourd'hui. Le brut arrive par bateau au Havre, mais surtout à Marseille, au terminal pétrolier de Fos-la-Vera, toujours bloqué par les grévistes. Résultat, plusieurs tankers aux cuves pleines de brut sont toujours immobilisés au large des côtes. En fait, depuis 15 jours, seule la raffinerie Esso à Fos-sur-Mer a pu fonctionner à débit minimum, même pendant la grève. Elle a été autorisée à puiser par oléoduc dans les immenses cuves de Manosque, dans le Luberon, la plus grande réserve pétrolière d'Europe, qui abrite une partie des stocks stratégiques. Voilà pour les raffineries et le mouvement va se traduire par de nouvelles perturbations dans les transports. 50% des vols devraient être annulés au départ d'Orly, 30% au départ de Roissy et des autres aéroports. Le trafic SNCF sera lui aussi perturbé. Bonsoir Valérie Lerouge, vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris. Alors quelles sont précisément les prévisions ? Eh bien, sur les rails, le trafic sera davantage perturbé demain que ces derniers jours, car certains cheminots qui avaient repris le travail se remobiliseront demain pour 24 heures. Résultat, pour les TGV, comptez 4 trains sur 5. Pour le réseau TER et Transilien, 3 trains sur 5. Et comme d'habitude, c'est le réseau Corail qui restera le plus perturbé avec seulement 1 train sur 2 en circulation. Tout sera normal en revanche pour l'Eurostar et le Thalys. Alors en Ile-de-France, la RATP
CGT annonce un trafic normal ou quasi normal dans les bus, le tramway et le métro. Et puis, vous le disiez, Marie, eh bien, il y aura des perturbations dans les airs puisque les contrôleurs aériens sont à nouveau appelés à la grève également. Comme mardi 19 octobre dernier, eh bien, ce sont les vols courts et moyens courriers qui seront les plus pénalisés. Les longues distances, elles, devraient être épargnées. Merci Valérie Lerouge en direct de la gare Montparnasse pour toutes ces précisions. C'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Des policiers en civil s'insèrent souvent dans les cortèges de manifestants pour repérer les casseurs. Aujourd'hui, Bernard Thibault dénonce ces pratiques et déclenche une polémique. Le leader de la CGT estime que ces policiers infiltrés encouragent la violence avec pour objectif de discréditer le mouvement. Aurélia Guillemin, Florian Lemoyle et Benoît Gadret. Cette vidéo amateur circule depuis plusieurs jours sur Internet. Sur ces images, 3 hommes en noir, affublés d'un autocollant bien visible de la CGT. Des manifestants apparemment, des policiers en réalité. Des hommes du GIPN qui viennent de procéder à plusieurs interpellations. Le climat est très tendu et les renforts tardent. Notre correspondant assiste à la scène et s'étonne de voir ces policiers ainsi camouflés. Eux sourient mais ne nient pas. Indignation aujourd'hui de la CGT. Il y a eu manifestement des actes et des comportements de policiers sous badge syndical qui ont eu des attitudes qui étaient tout à fait différentes que la seule surveillance de la bonne tenue des manifestations et du maintien de l'ordre public. Soupçonnés d'inciter à la violence, les policiers s'insurgent, leur hiérarchie aussi. Je suis très affirmatif, la police n'a pas joué ce rôle, ce serait évidemment scandaleux. Et je pense que je demande des éléments là-dessus parce qu'il y a de quoi poursuivre en diffamation. À Lyon, les policiers expliquent que les autocollants CGT leur ont permis de se protéger d'une foule hostile. Une pratique assez courante dans des manifestations susceptibles de dégénérer. Cela n'a rien de choquant. L'objectif, c'est éviter d'être repéré et d'interpeller en flagrant délit. Ces méthodes sont connues de tous les leaders politiques et syndicaux et que certains feignent de l'ignorer et de s'en offusquer, cela est risible mais également pitoyable. À la veille d'une nouvelle manifestation entre policiers et syndicalistes, la tension est montée d'un cran. Des journalistes cibles de cambriolage. Leur point commun, tous travaillent sur l'affaire Bettencourt. C'est Gérard Davet, journaliste au Monde, qui l'a révélé en premier lundi. Son ordinateur et un GPS lui ont été volés chez lui. Hervé Gattegno, ensuite hier, journaliste au Point. Il s'est vu lui aussi dérober un ordinateur. Enfin, cet après-midi, le site Mediapart. Des enregistrements de Liliane Bettencourt ont été volés au siège du média. C'était le 8 octobre dernier. Clichy-sous-Bois, 5 ans après les émeutes, où en est cette ville de Seine-Saint-Denis où avaient débuté 3 semaines d'affrontements? Malgré quelques efforts de rénovation de la part des pouvoirs publics, les habitants ont toujours un fort sentiment d'abandon. Ce matin, plus de 200 personnes ont rendu hommage à Zied et Bouna, ces 2 adolescents morts électrocutés après une course-poursuite avec la police. Stéphanie Pérez, Mathieu Régnier. Autour de la stèle dédiée aux 2 adolescents, l'émotion est toujours aussi profonde. Parents et amis, ils sont venus comme tous les ans exprimer leur tristesse, mais surtout cette année leur amertume. La justice tarde à se prononcer sur les circonstances de la mort de Zied et Bouna, électrocutés après une course-poursuite avec la police. Et ces habitants de banlieue se sentent toujours négligés. Qui s'appelle tristesse. On vit dans un ghetto parce on vit dans un ghetto du fait que on n'a pas de gare. On essaie de trouver un travail, mais si on n'a pas accès au transport, comment peut-on travailler pour 1h30 de Paris jusqu'à ici? C'est grave. En 2005, ce drame avait provoqué 3 semaines de violences urbaines et révélé le profond malaise des habitants de ces banlieues défavorisées. Qu'est-ce qui a changé depuis à Clichy-sous-Bois? Un commissariat vient d'être inauguré. Un nouveau gymnase a remplacé celui qui avait brûlé lors des émeutes. Et puis de coquets immeubles ont poussé comme des champignons dans le quartier de la Forestière pour remplacer peu à peu les tours grises et insalubres. Un chantier ambitieux de 300 millions d'euros. Vraiment le choix est de dire voilà, vous habitez pas dans la résidence machin, mais j'habite au numéro tant de la rue Intel. Et on pense que ça change vraiment le... Pour s'approprier l'endroit. Pour s'approprier son habitation et aussi que les rôles de chacun soient mieux déterminés. Mais l'élu est le premier à le reconnaître. Dans une ville où un habitant sur 4 est toujours au chômage, de beaux immeubles ne peuvent pas à eux seuls redonner espoir en l'avenir.
C'est ce que constatent aussi les associations de quartier. Ouais, c'est une belle vitrine. Mais en attendant, ça ne règle pas l'ensemble des problèmes. Et qui sont aujourd'hui, on ne règle pas le problème du chômage, de cette précarité. On continue à reloger les mêmes personnes avec toutes ces difficultés. Oui, ça reste une poudrière. Parce qu'encore une fois, on n'a pas pris vraiment la question des quartiers comme une priorité dans tout ce qui concerne les politiques qui ont été menées. Le plan banlieue n'a pas tenu toutes ses promesses. Les habitants de Clichy-sous-Bois ont le sentiment que toutes les leçons des émeutes de 2005 n'ont pas été tirées. Et l'insécurité en banlieue qui pousse les médecins à quitter les quartiers sensibles. Pour ceux qui restent, les conditions de travail sont difficiles et soigner la nuit peut s'avérer dangereux. Médecins de banlieue, métier à risque, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Nicolas Bertrand, Antoine Husser et Annie Triboire. Le docteur Georges Huat entame sa nuit de garde en Seine-Saint-Denis. Voilà. Bon. Médecin urgentiste, vous ne trouverez pourtant pas la moindre indication sur sa voiture. Ici, mieux vaut passer incognito. L'idée, effectivement, c'est de ne pas avoir des voitures reconnaissables à 10 km à la ronde. Voilà. Le planning de la nuit est chargé. Un vendredi soir, ils ne sont pas nombreux à prendre les appels. L'enfant de 3 ans qui ne mange pas, qui somnole. Oui. Depuis quelques années, SOS Médecins ne se déplace plus dans de nombreux quartiers du 93 après plusieurs agressions. Ce sont donc des médecins indépendants comme lui qui prennent les demandes, qui arrivent directement au 15, non sans une certaine appréhension. Ça m'arrive maintenant de me dire, tiens, faut peut-être que je fasse attention là, mais bon, ça passe, hein, c'est pas continu parce que je pense qu'on ne peut pas travailler dans un climat de crainte, c'est pas possible. Troisième visite, il est 21h. Nous sommes dans un quartier sensible d'Aubervilliers. Le médecin prend des précautions. Oui, bonjour, c'est le docteur au téléphone. Oui. Dites-moi, je vais arriver là je suis chez vous dans 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut descendre m'accueillir en bas ou pas? À la demande du médecin, nous allons utiliser une petite caméra plus discrète. La patiente nous attend à l'entrée de l'immeuble. Tout est calme. Alors, il est où? Il est là-bas. Ah bah oui, je l'avais pas vu. Ce petit garçon a une angine. Ça va, mon bébé? Vas-y, respire bien fort. Sa maman patientait depuis plus de 5 heures. Très bien. C'est vraiment pas évident de se déplacer soi-même. Une urgence, c'est vraiment beaucoup d'attente, surtout pour les enfants. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà, les gens sont contents quand on vient, effectivement, hein, puisqu'on est pratiquement un des derniers... Bonsoir. Un des derniers corps sociaux à se déplacer, en fait, comme ça, au domicile. Donc, ça a pas mal de... C'est très gratifiant. À titre personnel, c'est très gratifiant. Soigner, secourir, serait donc devenu un parcours d'obstacles. Dans ces zones où la violence s'est installée dans certains halls d'immeubles. On en a marre! Ici à Stein et Pierrefitte, une série d'agressions ont touché les professionnels de la santé en quelques semaines. Au début du mois, ils ont fermé leur cabinet pendant une matinée. Un cri d'alerte. Jocelyne Rousseau a été agressée 2 fois. Des attaques crapuleuses juste là devant son cabinet. On m'attendait à la sortie du cabinet, on m'a jeté par terre, mis une arme sur la tempe, fait des tentatives de strangulation. C'est très frustrant parce qu'on a vraiment l'impression que les enfants, parce que ce sont des gamins qui ont fait ça, donc c'est des gamins qu'on a très vraisemblablement soignés, longés, vaccinés, posés. Donc on a un grand sentiment de colère. Maintenant il y a un vidéophone. Donc on est obligé de sonner, j'ouvre uniquement que lorsque je connais les gens. Vous voyez que j'ai également sécurisé l'intérieur de la salle d'attente, ce qui me permet de visualiser les problèmes dans la salle d'attente. Nous sommes une profession qui est censée être à l'écoute de tous. Donc jusqu'à il y a 2-3 ans, mon cabinet était ouvert, les gens entraient, sortaient, c'était un lieu de rencontre. Maintenant c'est devenu un blocos. Jocelyne Burukian est kiné. Jean-Baptiste Chapelle, infirmier. Eux aussi connaissent les mêmes problèmes. Jean-Baptiste a été agressé avec une arme à feu il y a quelques semaines alors qu'il sortait de chez un patient. Avec leur pétition, ils demandent plus d'effectifs de police, plus d'éclairage public. Mais ils ne voient rien venir. On aimerait pouvoir travailler dans le calme, la sérénité, et pas passer notre temps à regarder derrière, à sécuriser tout. S'il faut travailler avec ça, à un moment donné, ça va devenir barbant, quoi. J'irai ailleurs, ou je ferai autre chose. Que deviendront ces villes quand nous ne serons plus là? C'est le cri d'alarme que l'on veut lancer.
Et nous n'attendrons pas que l'un d'entre nous se trouve dans un cercueil et que notre manifestation se transforme en convoi funéraire. 25 cabinets médicaux ont fermé en Seine-Saint-Denis depuis le début de l'année. Les médecins désertent et s'installent dans d'autres départements plus tranquilles. Si rien ne change en 2015, le 93 pourrait souffrir d'une pénurie de personnel médical. Nous vous l'annoncions dès hier soir, mais cette fois l'information est confirmée. L'électricité subira une hausse de 3% dès janvier prochain, ce qui représente une augmentation de 6% en 6 mois. Une mesure prévue dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour financer les énergies renouvelables. Le gouvernement et les syndicats sur la même longueur d'onde ce soir pour dénoncer le scandale Molex. L'équipementier automobile américain annonce des bénéfices records. Or, il a cessé ce mois-ci de financer le plan social après l'action engagée par les salariés au prud'homme. Molex était devenu le symbole des entreprises rentables, mais sacrifiées au nom de la logique boursière. Julien Beaumont, Muriel Lassaga. Écœuré. Patrick Frégolan, ancien salarié, vient d'apprendre que Molex a réalisé des bénéfices records. Devant son ancienne usine, son jugement est sans appel. On considère Molex comme un parasite qui parasite les entreprises partout dans le monde et qui pompe ce qui les intéresse et évidemment jette les salariés. En un an, l'équipementier américain est passé de 15 millions de dollars de pertes à 75 millions de bénéfices. Pour les actionnaires, ça fait 14% d'augmentation. Le travail n'existe plus, on met les gens au chômage, on ferme les usines, tout ça toujours pour de la spéculation, pour toujours plus de bénéfices aux actionnaires. Dans un communiqué, le patron de Molex explique ses bons résultats par sa politique de restructuration. Une restructuration mal vécue et des scènes d'énervement comme ces œufs lancés sur le gérant américain. 11 mois de lutte, mais rien n'y fait. Les lettres de licenciement tombent. Aujourd'hui, sur les 283 salariés, la moitié ont soit un CDI, un CDD ou une formation, les autres sont au chômage. Mais l'Américain ne prend plus en charge le plan social, c'est donc l'État qui paye. Dans le contexte, le ministre de l'Industrie cherche des représailles. Et j'ai demandé à nos 2 grands constructeurs automobiles, que ce soit Renault ou PSA, de mettre un terme à toute relation commerciale avec Molex. Une procédure difficile, notamment pour PSA, car trouver des pièces de remplacement prendra des semaines, voire des mois. Un dernier hommage a été rendu aujourd'hui à Georges Frêche. Des milliers de Montpelliérains se sont rassemblés autour de la cathédrale Saint-Pierre pour les obsèques de l'ancien maire et président de la région Languedoc-Roussillon. Georges Frêche est mort dimanche d'un arrêt cardiaque. Il avait 72 ans. Des élus de tous bords étaient présents. C'est Harlem Désir qui conduisait la délégation socialiste. Plus de 300 morts et plusieurs centaines de disparus dans les 2 catastrophes naturelles qui frappent l'Indonésie. Le volcan Merapi est entré en éruption hier soir. Regardez ces images terribles de villages totalement recouverts de cendres. Et puis les secours se mobilisent également pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre de lundi soir, suivi d'un tsunami. Il a secoué l'archipel de Mentawai dans l'océan Indien. Il est 20h21 à suivre dans votre journal le visage de la France en 2060. Selon une enquête de l'INSEE, plus de 73 millions d'habitants et parmi eux 200 000 centenaires, autrement dit 13 fois plus qu'aujourd'hui. Effluve de cacao demain, porte de Versailles à Paris, à l'occasion de l'ouverture du Salon du Chocolat. Reportage chez un grand maître chocolatier pour connaître ses secrets de fabrication. Enfin, Raymond Depardon expose 800 clichés à la Bibliothèque nationale de France. Le photographe dresse son portrait de la France. Quel visage aura la France dans 50 ans? C'est l'objet de l'étude de l'INSEE publiée aujourd'hui. C'est bien simple, les centenaires sont 15 000. Ils devraient être 200 000 en 2060. Le nombre des 75 ans et plus sera d'ici là multiplié par 2. C'est donc plus que jamais l'émergence de la question générationnelle dans le débat public. Quelles sont les questions que ce vieillissement démographique pose? Pourquoi vit-on de plus en plus longtemps? Élément de réponse avec Florence Griffon et Marie Cazot. Tu sais que tu es le doyen de tous les Français. Enfin, comme homme. C'est son neveu de 78 ans qui lui annonce la nouvelle. À 108 ans, Marc Chevalier est aujourd'hui le Français le plus âgé. Un doyen plutôt en bonne forme. Voici son secret. Jamais de stress, si je peux dire. Parce qu'il était toujours calme. Ah oui, très calme. Et puis, il s'est jamais... Je ne l'ai jamais vu s'énerver, moi.
Elle, c'est la doyenne de l'humanité et elle aussi est française. Eugénie Blanchard, 114 ans, habite sur l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. Une exception, oui et non. La France compte aujourd'hui 15 000 centenaires, 9 sur 10 sont des femmes. Comment l'expliquer? Consultation de gériatrie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Est-ce que vous avez des problèmes de marche, hein, c'est ça? Pour ce médecin, la bonne santé de nos aînés est due aux progrès médicaux, mais aussi à une meilleure hygiène de vie. Avoir une activité physique régulière. Il y a aussi une modification, je dirais, de l'alimentation en général. Il y a des campagnes qui ont eu beaucoup de succès, la 5 fruits et légumes. Ça participe à la bonne santé. D'après l'INSEE, les nouveaux centenaires se portent plutôt mieux que leurs prédécesseurs. Autour de la table, Marie-Louise, centenaire, et ses amis plus jeunes de quelques années. Leur secret pour durer, leur tempérament. Quand je vois que ça ne va pas, je dis, bon, je me secoue. Oui. Je ne suis pas une pleurnicheuse. Si je peux aller comme ça jusqu'à 100 ans, ce serait. Et puis m'éteindre d'un seul coup. Ça serait le rêve. En fait, c'est toute notre société qui vieillit. Les Français gagnent chaque année 3 mois d'espérance de vie. Pour les hommes, l'espérance de vie s'établit à 77,8 ans. Pour les femmes, 84,5. Autre évolution majeure, les enfants de l'après-guerre, très nombreux, franchissent actuellement le seuil des 60 ans. Dans 4 ans seulement, les 60 ans et plus seront plus nombreux que les moins de 20 ans. En 2060, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. En 2060, la France compterait alors 73,6 millions d'habitants, soit près de 12 millions de plus qu'en 2007, date du dernier recensement. Et vous l'avez entendu, il y a aujourd'hui 15 000 centenaires en France. En grande majorité, ce sont des femmes. Nous sommes allés dans le Nord rencontrer Renée. Elle a 101 ans. Elle vit chez elle, comme de plus en plus de personnes âgées, car Renée tient à son indépendance. Reportage à Arles, Denis Guérin, Dominique Mas. Alors, je vais verser le café. Elle met un point d'honneur à servir elle-même le café à ses hôtes. Comme tous les jours ou presque, Renée a de la visite. La famille, les voisins, des journées bien remplies, le médecin qui vient la voir une fois par mois, ne lui demandez surtout pas d'aller s'installer ailleurs. Depuis 70 ans que je suis ici, ça me manquerait de partir. Vous êtes indépendante ici? Oui. J'ai mes aises, je fais ce que je veux. Même, je suis même mieux que chez ma fille, parce que j'ai tout ce qu'il me faut ici. L'album de famille est forcément bien rempli. Voici Renée lors de son mariage en 1933. Depuis, il y a eu 3 enfants, 9 petits-enfants, 20 arrière-petits-enfants. Sylvain, non, Denis, c'est ça. Faut pas que je me trompe. Hein. Dans toutes ces... Vous voyez pas la famille que ça me fait. Elle a toujours du monde autour d'elle, enfin, il y a toujours un petit peu de visite. Et voilà, mais sinon c'est 101 ans. J'irai pas jusque-là, moi. C'est difficile à graffer. Hein. Et rien ne semble arrêter cette ancienne agricultrice. L'année dernière, pour ses 100 ans, Renée a pris l'avion pour la première fois. J'ai l'impression qu'on ne bouge pas. Un beau voyage et des souvenirs plein la tête pour cette centenaire qui n'hésite pas quand il le faut à écrire les choses noir sur blanc. Le meilleur moyen, selon elle, de garder toute sa tête. Le salon du chocolat ouvre ses tablettes demain à Paris sur le thème bon, bio et durable. Nous avons voulu connaître les secrets de fabrication du plus célèbre des antidépresseurs. Reportage chez un maître chocolatier qui fabrique son propre chocolat. Anne-Charlotte Iné, Alexis Delcourt. Noir, au lait, en tablette ou liquide. Impossible d'y résister. Le chocolat fait fondre les Français. Mais avant d'y tremper les doigts, il faut le fabriquer. Et tout commence avec ses fèves de cacao. Des grands crus que ce maître chocolatier importe de plantations qu'il a lui-même choisies. Comme dans le vin, il faut choisir un terroir, un bon vigneron qui saura faire une bonne fermentation et un bon séchage. Et puis après, à nous de bien le transformer pour faire ne pas esquinter le travail qu'a fait les planteurs. Les plantations se trouvent principalement en Afrique ou en Amérique centrale. Ici, à Madagascar, les femmes récoltent à la main les cabosses de cacaoyer. À l'intérieur, des fèves fraîches qu'il faut ensuite laisser fermenter entre 7 et 9 jours pour leur donner tout leur arôme. Dernière étape, faire sécher les fèves à l'air libre avant expédition.
Chez le chocolatier, les fèves vont être torréfiées comme le café, puis écossées pour ne garder que les pépites. Elles seront ensuite mélangées avec du sucre. Question de dosage. Plus on va sucrer et plus on va descendre en pourcentage de cacao. Si on met moitié-moitié, on aura un chocolat à 50%. Place ensuite à l'ultime étape, le conchage. C'est dans ces cuves que le cacao se transforme peu à peu en chocolat. À déguster alors sans aucune modération. Et avec le chocolat, ça finit toujours de la même façon. On est chez le plat. Ah, c'est le meilleur ça. Il n'y avait pas que nos caméras ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Raymond Depardon était là, lui aussi, à l'Elysée pour tourner les images de son prochain film. Ce n'est pas la première fois que le photographe s'intéresse à la politique. Il avait déjà filmé la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 ou encore François Mitterrand à l'Elysée. Raymond Depardon, dont on peut voir les clichés en ce moment à la Bibliothèque nationale de France, fruit d'un road movie du photographe sur les routes. Il a sillonné le pays pendant 5 ans. Reportage Isabelle Béchler, Didier Dahan. Le photographe est insatiable à photographier ses propres tirages exposés à la Bibliothèque nationale. Sa France profonde, celle des villages et des sous-préfectures. Cette France-là, souvent on en parlait, je le sais puisque je suis resté journaliste, souvent à travers des faits divers, des catastrophes, et voilà, quand ça va mal. Et on se dit mais comment ils vont s'en sortir ou alors cette réflexion que je faisais, qui est un peu banale et un peu bateau, il faut être né là pour y vivre. Ce travail résume en 36 images 6 ans d'errance sur les routes du pays, au volant d'un camping-car muni d'un lecteur de cartes et d'un GPS. Une errance très maîtrisée à la recherche d'une vérité du paysage. La chambre photographique NEC plus ultra de la technologie argentique et 7000 plaques 20-25 au total, étape à Célestat en 2006. J'ai choisi ce tabac presse pour plusieurs raisons. D'abord cette couleur. On pourrait dire presque que c'est du mauvais goût, mais c'est pas du mauvais goût, c'est simplement... Il y a quelque chose d'un peu de dire voilà, on existe. Comme Longwy, pourtant sinistré, qui n'a pas renoncé à la couleur autour de l'usine. La maison du directeur, et ici les maisons des contremaîtres, la maison des ouvriers, et ici bien sûr le cimetière. Cette dame qui me regarde ne pourra pas se reconnaître, mais on voit bien qu'elle se demande qu'est-ce que je fais avec mon trépied, qui c'est ce photographe du 19e siècle. Un équipement à la Nadar, un film de grande qualité, l'antidigital, pour un regard tendre, mais aussi politique. Vous voyez, puis bon, lui, ça ne le gênait pas. Mais il était comme ça, il bougeait pas, il était naturel. On peut dire oui, ça va mourir, ça va disparaître, c'est une France morte. Pas du tout. C'est une France qui peut rebondir très vite. Bon, moi je vais recharger. Rugby et la composition de l'équipe de France qui affrontera en test match les îles Fidji le 13 novembre prochain. À noter la présence de 3 nouveaux, le pilier Jérôme Schuster et les arrières Fabrice Estebanez et Johan Huguet. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Ben Laden menace la France. Dans un message audio authentifié, le chef d'Al-Qaïda cible le seul peuple français. C'est la première fois qu'il cible uniquement la France. Il exige le retrait des soldats en Afghanistan et dénonce les injustices faites aux musulmans. Et puis je vous rappelle que nos 2 confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Cela fait maintenant 302 jours. Bien sûr, nous ne les oublions pas. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo, Tania Young, 20h35, 2 des 4 derniers épisodes de la saison 2 de Au siècle de Maupassant. Oui, c'est bien ça, contes et nouvelles du 19e siècle. Demain à 13h, vous retrouverez Sophie Le Saint. Je vous donne rendez-vous pour votre journal de 20h. Très bonne soirée et merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.